C'est normal. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Sauf que, non, mais avec Qu'est-ce la méthode, que vous auriez fait, avec la vous? méthode, vous auriez Qu'est-ce pu que vous opposer. auriez fait, vous? Moi, Écoutez, j'ai trouvé, j'ai pensé ça, encore dire que je suis mégalomane, mais je m'en fiche. J'ai pensé qu'il n'était pas normal que les gens n'aient pas accès à la connaissance que je crois actuelle, directement. Et que la connaissance que j'ai n'est pas médiée. Donc, et on le voit dans cette crise. qu'elle passe pas par les médias, donc. Donc elle passe plus par les médias. Elle passe par nous quand même ce soir. Très bien. Et donc, on a fait une chaîne dont je ne sais pas si vous avez vu le nom. Je considère que d'avoir le droit d'être intelligent fait partie d'une minorité en danger actuellement. Donc, le fait, et je maintiens ça, et on le voit bien avec cette histoire de chloroquine, des gens qui sont censés être intelligents ont d'un coup des réactions passionnelles sur la chloroquine à propos de Trump, et je pense que c'est des réactions d'imbéciles. Une fois, une des folies qui a pris ce pays dans cette situation, qui a des raisons très profondes, c'est que beaucoup de gens qui ont fait ce métier d'infectiologue, depuis des années, sont à l'intérieur d'essais organisés par l'industrie et que tout malade est devenu susceptible de rentrer dans un essai. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans cette épidémie, pour moi, il fallait gérer ça comme la guerre, si vous voulez, et que ce dont on me parlait à chaque fois, c'était d'essais de recherche. Je ne suis pas suspect de ne pas faire de la recherche, je passais ma vie à faire de la recherche. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la gestion des crises, il y a un temps pour le soin, et puis il y a un temps pour la recherche. Donc moi, je suis en désaccord depuis le début. Vous savez que j'étais en désaccord avec le conseil scientifique, parce que pour moi, la question, c'était pas de savoir si on avait protocolisé les gens dans un essai pour la remdesivir, dont le résultat ne sortirait pas avant la fin de l'épidémie. C'est Notre molécule N'auriez-vous pas eu le temps de faire les deux, du soin et de la recherche, parce que vous aviez une super cohorte de 3700 patients. Vous auriez pu faire un groupe contrôle, comme ça on aurait pu savoir ce qui relevait de l'évolution naturelle de la maladie. Non mais encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Écoutez-moi, je vous le dis, moi, dans cette situation, moi, mon devoir à moi, c'est de... Je vais vous donner un autre exemple de ce que les gens pratiquent, ce que les gens de ce comité pratiquent, et qui est quelque chose qui est juste impossible à pratiquer, qui est incroyablement immoral, qui s'appelle les essais de non-infériorité. Vous avez une idée de ce que c'est un essai de non-infériorité? Pratiquement tous les essais qui sont faits actuellement sont des essais de non-infériorité. Vous nous l'expliquez, vous nous le réexpliquez, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'un médicament ne vous fait moins de mal que le précédent, que celui que vous prenez, quelque chose comme ça, qu'il n'est pas plus nocif, quoi. Qu'il n'est pas plus mauvais que celui que vous connaissez déjà. Donc, vous pensez, et tout ça, ça passe comme une lettre à la poste dans les CPP, dans les comités de protection des personnes et les comités d'éthique. Est-ce que vous accepteriez pour vous, vos parents, les vôtres, c'est ce qu'on appelle, nous, la stratégie de Tom. C'est-à-dire, moi, je traite les gens comme si c'était ma famille. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous dise, écoutez, ce traitement marche, on va peut-être essayer un autre médicament dont on ne sait pas s'il marche autant, et on va tirer au sort pour savoir si vous allez prendre celui qui marche ou celui dont on veut mettre en évidence qu'il ne marche pas plus mal que celui qu'on connaît. Est-ce que vous pensez que vous auriez involontaire sans aucun bénéfice? Est-ce que ça existe, ça? Mais vous savez que c'est 80% des essais actuels, c'est ça? Très bien, mais ça... Et là, les méthodologistes disent rien. Mais là, vous avez raison. Donc, mais on ne comprend plus rien aux soins, là. On ne parle plus de médecine. Mais non, mais vous avez raison. Médecin, c'est de faire. C'est soigner, c'est Hippocrate. C'est soigné, absolument. Compte tenu de son état de connaissance, de l'état de la science, et en prenant le moins de danger possible pour son malade. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, chaque médecin est libre vis-à-vis de ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle le directeur de l'ANSM peut dire un peu ce qu'il veut. Si vous voulez, vous savez, il y a 15% des traitements qui sont donnés dans ce pays qui sont hors AMM. D'accord? Donc, je veux bien qu'il s'excite sur moi. Autorisation médicale. Ça m'amuse plutôt. Sur le marché. Voilà, autorisation de mise sur le marché. Là aussi, on verra bien si on joue la même catégorie de poids à la fin. On verra bien. La France a été le pays dans lequel on a fait le moins de tests. Et donc, on n'a pas fait les tests, donc on ne pouvait pas faire les diagnostics. Et donc, il a fallu créer des critères cliniques pour dire il y a ceux-là qui doivent être diagnostiqués. Et en plus de ça, on ne peut pas les traiter puisqu'on fait les essais thérapeutiques. Donc, une fois qu'on a dit on ne peut pas diagnostiquer, on ne peut pas traiter, effectivement, les choses commencent à devenir compliquées. Et donc, une des bases de ce que l'on a dit, et je sais que vous avez vu plusieurs fois mon ami Douste Blazy, qui est arrivé à ce point parce qu'il ne l'a pas supporté. Je ne sais pas si vous l'avez dit. C'est une fois, il est allé aider les gens au SAMU. Et quand on lui a dit, écoutez, vous dites aux gens, vous restez à la maison et vous attendez d'être essoufflé. Mais non. Comment? Donc ça, c'est une question. Je veux vous dire, on s'est fourni parce que d'abord, effectivement, heureusement, on avait un peu de marge avec la fondation qui a payé pour 1,2 million de matériel supplémentaire pour pouvoir utiliser différents types de techniques de PCR. On a répondu aux laboratoires vétérinaires qui proposaient leur aide à toute la France
Et il n'y a que nous qui leur ont dit oui. En particulier le laboratoire vétérinaire de Lyon, ils nous ont donné de quoi faire 50 000 tests pour nous dépanner. Donc ça, c'est une chose à laquelle on a répondu. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a des tests qu'on a requalifiés. Il y a des tests c'est-à-dire que, vous savez, c'est la guerre. C'est-à-dire, on passe son temps à se battre pour avoir les matériels, les réactifs. Vous voulez savoir, il n'y avait pas de masque dans ce pays. Il n'y avait pas de gants. Il n'y avait pas de blouse. C'est ce que j'ai conseillé quand on me l'a demandé. C'était du domaine du secrétariat général de la Défense nationale. C'était plus le problème de la santé. C'est une question d'organisation quasi militaire. C'est une question de réquisition. Vous savez ça, les gens me l'ont dit quand j'ai discuté. Nous, à un moment, on était en rupture de stock avec Qiagen, qui était celui qui est notre fournisseur principal. Et ils nous ont expliqué, c'est pas compliqué. Trump nous a convoqués. Il n'y a plus rien qui sort d'Amérique, il gargote tout. Bah, on a fait ça aussi à un moment, on a réquisitionné aussi. Bah, trop tard, c'est ça? Mais on l'a fait. Trop tard, et qu'il fallait faire les 3 ou 4 boîtes qui étaient capables de faire. Et je vous assure, moi, quand j'ai rencontré les gens du conseil scientifique, il y a 2 qui parlaient de modélisation, le 3e qui parlait de vaccins. On parlait pas de choses sérieuses. C'est pour ça que je suis parti. Si vous voulez, les choses sérieuses, c'est en pratique. Et vous voyez bien, vous restez sur une longueur d'onde qui est pourquoi vous faites pas de la randomisation. Ce qui m'intéressait, c'est de traiter les malades, les prendre en charge, de traiter les malades et efficacité. Je peux vous dire, vous savez comment on a eu les gants? Il y a Bernard Arnault qui a dit qu'est-ce qu'il m'a téléphoné. Il ne m'a pas téléphoné, il m'a fait téléphoner par un ami en disant est-ce que vous acceptez de lui parler? Je dis oui, j'accepte de lui parler. Toutes les aides sont bienvenues. Donc il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit j'ai besoin de 50 000 paires de gants. Il m'a dit bon, 4 jours après on les avait. Après, je l'ai rappelé, je lui ai dit vous pouvez m'aider encore? Il m'a dit oui. Je lui ai dit très bien, j'ai besoin de 20 000 blouses. Dedans, j'ai fait. Donc les gens ont eu des blouses livrées par LVMH, ce qui est quand même remarquable. Écoutez, je ne sais pas qui ment le plus au monde. Hein. Moi honnêtement, franchement, les mensonges absolument atroces qui sont sortis dans le New England Journal of Medicine, dans Lancet, et qu'ont répercuté nos autorités françaises, je ne sais pas si les Chinois mentent autant que ça. Vous croyez qu'ils mentent autant que ça? C'est un régime autoritaire, c'est pas une démocratie, c'est tout. Oui, mais vous voyez où nous en sommes, nous. Vous n'avez pas honte, vous? Moi, j'ai honte, hein. Enfin, honnêtement. Vous savez, moi, je vois bien cette bascule vers l'Extrême-Orient. Je la vois. Hein. Mais là, maintenant, moi, je trouve qu'on est dans une situation qui est atroce. Hein. Pour des raisons qui sont multiples, là aussi, probablement le temps triera. Si vous voulez, le Lancet, le New England et le British Medical Journal, qui étaient des références pour nous, font des articles qui sont bidouillés, ils acceptent des machins, tout étant au service de leur opinion. Si vous voulez. On est en déclin. Ah, c'est pas là. Là, on est passé du côté obscur. Hein. J'ai une peur terrible de la débâcle de 40. Donc j'ai peur de la peur panique. Laissez-moi terminer. Je suis terrifié par ça. Si j'ai passé mon temps à dire, écoutez, allons doucement, c'est pour ça. Et si le confinement a permis d'éviter la panique, c'est bien. Et je sais pas le dire. Voilà. Et on pourra pas tenir compte de l'organisation ni suédoise ni anglaise parce que nous ne sommes pas les mêmes. D'accord. Et donc, si les gens qui étaient à la tête de ce pays ont considéré que la meilleure solution pour éviter qu'il y ait une panique générale, que tout le monde se mette à partir sur les routes, je vous rappelle que la débâcle en 40, c'est plus de morts sur les routes que de soldats morts. Aujourd'hui, on a testé 10 000 personnes pour voir quelle était la fréquence des coronavirus autres et du Covid-19, et on s'est rendu compte que du Covid-19, il n'y en a pas chez les petits, ça commence à partir de 15 ans, et là où les choses sont les plus fréquentes pour les 4 coronavirus circulants, c'est justement les tout petits, c'est ceux qui vont à la crèche, qui vont... Et donc là, il y a une incidence absolument extraordinaire. Tous les ans, ça circule tous les ans, pendant de l'automne au printemps. Sur le plan de la popularité, et ça aurait probablement dû nous expliquer comment gérer les crises sanitaires, les Français aiment d'abord les personnels de soins et ensuite les chercheurs. Ce qu'ils aiment le moins de tout, c'est les journalistes et les hommes politiques. Quand un sujet de santé est pris en otage par les politiques pour le gérer, c'est une catastrophe. Il vaut mieux nous laisser faire ça parce que les gens ont plus confiance en nous. Alors, je pense toujours. Oui, sauf que... J'ai pensé que ce pays allait dans le mur et que j'ai essayé de toutes mes forces de l'empêcher d'aller dans le mur. Et je n'y ai réussi qu'ici. Et c'est d'ailleurs, je l'ai dit, je trouve que parmi les reproches que je me fais, c'est comment faire quand les gens ne peuvent pas entendre ce que vous dites, comment on fait pour qu'ils entendent. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tous les conseillers qui voulaient m'écouter, je leur ai parlé. Le ministre, je lui ai parlé. Le président de la République, je lui ai parlé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire que nous n'ayons pas à la fin le score le plus épouvantable. Et je n'y suis pas arrivé. D'accord? Donc ça,
je vous concède, mais au moins, ici, c'est ce que vous disent les gens quand vous prenez un taxi. Ici, ça ne s'est pas passé. Parce qu'ici, on a fait comme on fait les médecins, c'est-à-dire on fait le diagnostic, on teste et on soigne les gens. Quant au truc de l'INSERM, vous savez, je l'ai pris comme une médaille, parce que il se trouve que dans ce pays, on a quand même coupé la tête de Lavoisier et de Condorcet, et d'André Chénier en 92, et puis Lazare a coupé la tête quand même des 5 mecs les plus brillants en médecine de l'époque, et de faire partie peut-être même c'est prédictif d'avoir le prix Nobel, vous voyez, parce que Dossé, qui était le seul prix Nobel en activité, peut-être que ça veut dire que quand on est viré de l'INSERM dans ce pays, on devient prix Nobel, vous voyez. Vous cherchez le prix Nobel? Non, mais ça invente aussi pour pas chercher un truc pareil. Dans l'évolution, l'évolution fonctionne essentiellement par imitation de ce qu'on estime. Et donc les gens ont besoin d'avoir des gens qu'ils estiment pour les imiter. Et c'est une erreur de penser le contraire. Et quand notre pays ne veut plus d'avoir son élite, si vous voulez, il fait une folie parce qu'on a besoin d'imiter. Moi, j'ai passé mon temps à imiter les gens que j'admirais. Donc j'ai une capacité d'admiration énorme. Vous voyez, j'admire Guido Kremer, sa femme. Guido Kremer, donc l'immunologiste. Qui est un type extraordinaire. Est-ce que si ces gens-là qui vous admirent tant vous disent « Allez, présente-toi en politique parce qu'ils sont trop nuls, ils sont pas bons, allez-y, allez », qu'est-ce que vous dites? Je dis on me l'a déjà posé, je dis vous m'insultez. C'est-à-dire que vous me dites que je suis pas capable de faire mon métier et que je ferais mieux de faire autre chose. Et donc je ne le pense pas.